En 1917, l'Empire russe s'effondra sous le poids de la famine, des grèves et d'un État incapable de subvenir aux besoins de sa population. Cet effondrement inaugura une ère où les civils soviétiques allaient vivre l'impensable. Une révolution promettant la dignité, une guerre qui allait ravager des villes entières et un pouvoir qui, ayant survécu à tout cela, allait façonner chaque aspect de la vie quotidienne. Durant la Seconde Guerre mondiale, la société soviétique était prise en étau entre la destruction et un État exigeant une résistance totale. À Leningrad, plus d'1 million de personnes moururent de faim, 10 millions furent évacués, ainsi que les usines démantelées puis reconstruites en Sibérie. Et après la victoire, de nombreux survivants furent interrogés ou envoyés au goulag pour avoir vécu sous occupation ou avoir vu l'Occident. L'après-guerre n'apporta aucun répit. La famine de 1946 frappa les régions dévastées, les déportations des minorités se poursuivirent et la surveillance idéologique s'intensifia jusqu'aux derniers jours de Staline. En 1953, la foule venue se recueillir devant sa dépouille provoqua une bousculade meurtrière, reflet d'un pays marqué par des décennies de peur, de dépendance et de silence. Ce documentaire révèle à quoi ressemblait réellement la vie des civils en Union soviétique. 1917, l'année où la Russie a changé à jamais sous Lénine. Au début de 1917, l'Empire russe était au bord du gouffre. Gouverné par le tsar Nicolas II, titre qui désignait le monarque absolu de la Russie depuis le Moyen-Âge, dérivé du mot César, le pays vivait depuis plus de 3 siècles sous une autocratie concentrant le pouvoir entre les mains d'une seule personne. Tandis qu'une petite noblesse contrôlait les terres et l'administration de l'État, la majorité paysanne survivait dans des conditions précaires. La Première Guerre mondiale avait exacerbé toutes les tensions. Entre 1914 et 1917, plus de 6 millions de soldats russes furent tués ou faits prisonniers, le réseau ferroviaire s'effondra et la production agricole chuta de plus d'1 tiers. À Pétrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg, alors capitale de l'Empire, les files d'attente pour le pain s'étiraient pendant des heures, les usines fermant faute de combustible. Avec les trains à l'arrêt, le charbon raréfié et le pain rationné, la vie quotidienne se résumait à une lutte pour survivre à l'hiver. Dans ce paysage de misère et de mécontentement généralisé, la faim précéda la révolution. Lorsque l'hiver 1917 enveloppa Pétrograd de son manteau gris, la ville entière sembla succomber à l'épuisement. Dès l'aube, des milliers de femmes, emmitouflées dans des couvertures et des foulards, faisaient la queue devant les boulangeries, attendant un pain qui n'arrivait presque jamais, tandis que les enfants, malades de froid, se blottissaient dans les entrées des maisons. L'air était imprégné d'une odeur de charbon humide et de peur. Après 3 ans de guerre, l'économie impériale s'était effondrée. Les usines fonctionnaient à peine et les poêles des foyers étaient alimentés par des meubles cassés. On ne parlait plus de politique ni de gloire, mais de survivre au jour le jour. Dans les cuisines, on cuisait de la farine mélangée à de la sciure, on buvait du thé non sucré et les conversations tournèrent toujours autour de la même question. Combien de temps durerait ce supplice? La révolution, avant même d'avoir un nom, était une attente interminable dans le froid glacial. Le 23 février 1917, journée internationale des femmes, les ouvrières du textile des faubourgs de Pétrograd quittèrent leurs métiers à tisser et descendirent dans la rue. Elles ne portaient ni banderole ni portrait de leur leader, seulement le cri d'un seul mot, du pain. Bientôt, elles furent rejointes par les métallurgistes de l'usine Poutilov, transformant la protestation en un tumulte qui déferla sur toute la ville. Les soldats envoyés pour les disperser hésitèrent, beaucoup baissèrent leurs fusils et certains se mêlèrent même à la foule. 3 jours plus tard, l'armée de Pétrograd s'était désintégrée. Les soldats, pour la plupart des paysans en haillons, ne voulaient plus mourir pour une guerre qu'ils ne comprenaient pas et préféraient rentrer chez eux plutôt que de tirer sur ceux qui partageaient à leur faim. Le tsar Nicolas II, isolé et sans fidèles, abdiqua le 2 mars. 3 siècles d'autocratie s'achevèrent par une signature hâtive dans un wagon enneigé et la Russie s'éveilla sans monarque, sans gouvernement et sans direction. La chute du tsar n'apporta aucun soulagement. Le pain restait rare et le front continuait de faire des victimes. Dans les villes, les portraits impériaux disparurent des murs, mais le quotidien demeura quasiment inchangé. Et dans les villages, les paysans, las d'attendre des réformes, s'emparèrent des domaines des propriétaires terriens.
À Petrograd, deux forces commencèrent à se disputer le sort du pays. D'un côté, la Douma forma un gouvernement provisoire dominé par les libéraux qui promettèrent la liberté politique et la poursuite de la guerre contre l'Allemagne. De l'autre, le soviet de Petrograd, assemblé d'ouvriers et de soldats, exigeait la paix immédiate et le contrôle des usines par les ouvriers. Il en résulta un État à double légitimité. Un gouvernement doté d'une autorité légale mais sans pouvoir réel, et un soviet doté du pouvoir mais sans intention de gouverner, laissant le citoyen lambda tiraillé entre espoir et incertitude, se demandant qui déciderait s'il y aurait du pain le lendemain. Les soldats reçurent l'ordre soviétique numéro 1, qui leur permettait d'élire des comités au sein de leurs unités et de n'obéir qu'aux ordres conformes à ceux du soviet, anéantissant ainsi le peu de discipline qui subsistait. Sur le front, les officiers furent défiés ou désertèrent, et les tranchées se vidèrent à mesure que les hommes épuisés regagnaient leur village. Dans les campagnes, les femmes se retrouvèrent seules pour semer et récolter sans outils, et les enfants apprirent à enterrer les morts. Dans les villes, les files d'attente s'allongeaient et les rumeurs se multipliaient. Et l'hiver 1917 fut une succession de jours gris où la révolution prenait encore forme, mais où l'ancien ordre avait déjà disparu à jamais. En avril, un train scellé traversa l'Europe et livra à Petrograd un homme qui allait changer le cours de l'histoire. Lénine, revenu d'exil avec un plan simple mais dévastateur. Mettre fin à la guerre, rendre la terre aux paysans et transférer tout le pouvoir aux soviets. Ces thèses d'avril firent l'effet d'un coup de tonnerre dans un pays épuisé. Les ouvriers écoutèrent ces discours avec la faim au ventre, et les paysans voyaient dans ces paroles la promesse que plus jamais personne ne viendrait réquisitionner leurs grains. Entre-temps, dans les usines, les comités ouvriers commencèrent à prendre des décisions de manière autonome, et dans les villages, les paysans cessèrent d'attendre l'autorisation d'occuper leurs terres. Dans ce chaos, l'autorité de l'État s'effondra, mais pour les civils, la révolution était avant tout une question de survie, non d'idéologie, mais de pain, de paix et de repos. Durant l'été 1917, les rues de Petrograd étaient le théâtre d'une euphorie mêlée de crainte. La ville regorgeait de soldats démobilisés, d'ouvriers sans emploi et de paysans errants en quête de nourriture. En juillet, une révolte spontanée éclata que le gouvernement, la tentative de coup d'État du général Kornilov, qui visait à rétablir l'ordre par la force, changea la donne. Les ouvriers sabotèrent les trains, les soldats refusèrent de combattre, et la menace de la réaction poussa les masses vers les bolcheviks. À l'automne, le gouvernement provisoire était à bout de force et le peuple était déterminé à mettre fin à la guerre et à la famine. Elle voyait en Lénine son dernier espoir. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, des groupes de gardes rouges, composés d'ouvriers armés, occupèrent les gares, les ponts et les bâtiments publics. Les rues étaient calmes, les restaurants restaient ouverts et les théâtres proposaient des représentations. Pendant que les convives dînaient, le pouvoir changeait de main. La prise du palais d'hiver, où siégeait encore le gouvernement provisoire, fut brève et presque pacifique. À l'aube, la Russie avait un nouveau gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple dirigé par Lénine. Le peuple espérait la fin de ses souffrances, mais la révolution ne faisait que commencer, et les civils allaient bientôt découvrir que le prix de l'espoir serait immense. Le nouveau gouvernement décréta la paix et la nationalisation des terres. Des millions de paysans eurent enfin le sentiment d'être propriétaires de ce qu'ils avaient cultivé, mais la guerre contre l'Allemagne n'était pas encore terminée et l'armée russe n'était plus que l'ombre d'elle-même. En mars 1918, Lénine signa le traité de Brest-Litovsk, cédant de vastes territoires en échange de la fin de la guerre, un acte de survie, non de victoire. Tandis que les dirigeants débattaient hors des frontières, les paysans enterraient leurs morts en silence et dans les villes, l'économie s'effondrait. La monnaie perdait toute valeur, le commerce était interdit et l'État mettait en œuvre le communisme de guerre, un système de réquisition forcée et de contrôle total de la production. Les paysans étaient contraints de remettre leurs récoltes sous peine de mort. Les ouvriers étaient payés en nourriture ou en promesses. Les maisons se refroidissaient, les usines fermaient et les familles vivaient à la lueur des bougies. Entre 1918 et 1921, la Russie était une terre hantée. La guerre civile opposait l'armée rouge aux armées blanches, soutenues par des puissances étrangères,
Mais pour les civils, les drapeaux importaient peu. Ce qui comptait vraiment, c'était qui réquisitionnait le grain cette semaine-là. Dans les villages le long de la Volga et du Don, les paysans se cachaient dans les forêts à l'arrivée des soldats, rouges ou blancs, et les récoltes brûlaient, tandis que les villages changeaient sans cesse de main, brouillant la frontière entre révolution et vengeance. Dans les villes, les tramways ne circulaient plus, les hôpitaux manquaient de médicaments, et les enfants mouraient du typhus. Moscou perdit la moitié de sa population et Pétrograd les 2/3. Les ouvriers fuirent vers les campagnes pour survivre, et la classe ouvrière qui avait fait la révolution disparut presque complètement. En 1920, la guerre civile prit fin. Les Blancs furent vaincus, les généraux tsaristes s'exilèrent et les bolcheviks se retrouvèrent seuls face à un pays dévasté. La victoire n'apporta aucun soulagement. La production agricole n'atteignait guère plus du tiers de ce qu'elle était en 1913. L'industrie était paralysée et des millions de personnes avaient péri. Les survivants erraient sur un vaste territoire où la révolution avait laissé derrière elle ruines, famine et désillusions, et les paysans, exaspérés par les réquisitions, commencèrent à se révolter. Dans la province de Tambov, l'ancien socialiste Alexandre Antonov mena un soulèvement paysan qui dura des mois. Les rebelles ne réclamaient pas le retour du tsar, mais simplement le droit de cultiver leurs terres en paix. À Pétrograd, les ouvriers se mirent en grève et le gouvernement répliqua par des arrestations. Les tensions atteignirent leur paroxysme en mars 1921 lorsque les marins de Kronstadt, ceux-là même qui avaient fait la fierté de la Révolution, se soulevèrent contre le régime, exigeant des soviets libres et la fin de la terreur. Lénine les qualifia de contre-révolutionnaires et ordonna de réprimer la révolte. Pendant 3 jours, les troupes traversèrent la banquise sous le feu des mitrailleuses et lorsque la base fut prise, des milliers de marins furent fusillés ou envoyés dans des camps de travail. La révolution, qui avait commencé au nom du peuple, avait appris à les craindre. Lénine comprit alors que le pays ne pouvait plus supporter cette situation. Lors du 10e congrès du parti, tenu pendant la répression de la rébellion de Kronstadt, il annonça la fin du communisme de guerre et le début de la nouvelle politique économique, NEP, un repli stratégique destiné à sauver l'économie. Les réquisitions furent remplacées par un impôt en nature. Les paysans purent vendre leur surplus. Les petits commerces rouvrirent et la vie reprit peu à peu son cours. Sur les marchés de Moscou et de Pétrograd, les femmes vendèrent du pain complet, des légumes et des tissus, et les enfants entendirent de nouveau de la musique dans les rues. Les usines reprirent leur activité malgré des salaires modestes et les magasins exposèrent des marchandises qu'on n'avait pas vues depuis des années. La monnaie retrouva sa valeur et avec elle, les inégalités et le ressentiment refirent leur apparition. Les nouveaux marchands, surnommés Nepmen, s'enrichirent rapidement. Dans les grandes villes, les cafés et restaurants chics rouvrirent leurs portes et les nouveaux riches s'y retrouvèrent, tandis que les ouvriers continuaient de vivre dans des caves humides. Les anciens hôtels particuliers furent transformés en appartements communautaires où plusieurs familles partageaient la même cuisine et la même salle de bain. Les portraits de saints furent remplacés par des images de Lénine sur les murs, et les enfants apprenaient à l'école que le passé était l'ennemi. Malgré tout, beaucoup avaient le sentiment que la vie reprenait enfin son cours normal. À la campagne, les paysans travaillaient sans crainte de réquisition, et bien que les impôts fussent élevés, ils pouvaient au moins conserver une partie de leur récolte. Dans les villes, les théâtres rouvrirent, les tramways circulèrent à nouveau, et les gens reprirent l'habitude des promenades dominicales. Cependant, la NEP engendra de nouvelles tensions. Les jeunes communistes, forgés par la guerre et le sacrifice, voyaient d'un mauvais œil la résurgence du commerce et de la richesse privée, estimant que la révolution avait été menée pour abolir les inégalités, non pour les tolérer. Lénine le savait, mais il comprenait aussi que sans concessions économiques, le régime ne survivrait pas. Au sein des comités du parti, le pragmatisme était au cœur des débats, mais dans la rue, les conversations tournaient autour de l'injustice. Le souvenir des années de famine, d'exécution et de pertes était encore vif. Nombreux étaient ceux qui avaient survécu, mais rares étaient ceux qui savaient pourquoi. En 1922, Lénine fut victime de son premier accident vasculaire cérébral.
Dès lors, sa présence dans la vie politique devint intermittente et sa figure commença à se muer en mythe. De son bureau, il dictait d'une voix hésitante des notes à ses secrétaires, inquiets de la direction que prenait le pays. Dans ses derniers écrits, il critiquait la croissance de la bureaucratie et le pouvoir excessif de son secrétaire général Joseph Staline. En décembre 1922, il rédigea son testament politique dans lequel il avertissait que Staline était trop dur et qu'il fallait le destituer. Mais ces paroles restèrent lettres mortes et le parti décida de dissimuler le document après sa mort. Lénine mourut le 21 janvier 1924. Son corps fut embaumé et placé dans un mausolée sur la place Rouge où une foule immense vint lui rendre un dernier hommage en silence. Des paysans affluèrent des villages lointains, apportant du pain et des fleurs séchées, et des ouvriers firent la queue pendant des heures pour le voir une dernière fois. Beaucoup pleurèrent, d'autres restèrent simplement stupéfaits. Pour le peuple soviétique, Lénine était plus qu'un dirigeant. Il incarnait la promesse d'un monde juste qui ne se réalisa jamais. Il avait apporté la paix, mais seulement après une guerre civile. Il avait distribué des terres, mais au prix de millions de vies. Il avait promis du pain, mais la faim continuait de ravager les villages. Après la mort de Lénine, la vie quotidienne retrouva une certaine stabilité, mais le pays s'orientait vers une transformation silencieuse. La NEP relança les marchés et permit à la production agricole de retrouver presque son niveau d'avant-guerre, bien que le déséquilibre entre les prix industriels et agricoles engendra des tensions croissantes. Au sein du parti, Staline profita de ces années pour consolider un pouvoir à peine perceptible par la population. Il contrôlait les nominations régionales, marginalisa Trotsky et transforma les comités locaux en extension de la direction centrale. En 1927, la crise des approvisionnements révéla les limites du système et la résistance paysanne à la livraison des céréales, notamment en Ukraine et dans la région de la Volga. Les villes connurent à nouveau des pénuries et la direction conclut que le pays ne pouvait pas être maintenu par une économie semi-privée. Dans ce climat d'incertitude, Staline a été le fer de lance de la fin de la NEP et a préparé un changement radical qui promettait la modernisation, mais qui allait bientôt imposer une transformation coercitive sans précédent. Staline transforme l'URSS. Industrialisation forcée, famine de masse et terreur absolue. En 1929, l'Union soviétique était métamorphosée. Les images de paysans souriants qui ornèrent les murs de Moscou et de Leningrad laissèrent place aux visages endurcis d'ouvriers maniant le marteau devant un décor de cheminée. Et les slogans ne parlaient plus de terre et de récolte, mais d'acier, d'électricité et de machines. Staline avait proclamé que le pays devait rattraper et surpasser l'Occident en une décennie, un bond en avant qui avait pris un siècle à d'autres nations. La nouvelle politique économique, avec sa brève tolérance envers les petites entreprises et la propriété paysanne, fut déclarée obsolète. À sa place, une expérience sans précédent fut imposée. La transformation totale de l'économie et de la vie quotidienne sous le contrôle absolu de l'État. Pour des millions de citoyens soviétiques, la construction du socialisme cessa d'être un idéal volontaire et devint une mobilisation implacable où la désobéissance équivalait à la trahison et la survie dépendait du silence. Le premier coup dur fut porté aux campagnes. Les bolcheviks avaient toujours considéré la paysannerie avec suspicion, l'apercevant comme un obstacle au socialisme. Après la guerre civile, les paysans avaient été autorisés à cultiver la terre comme si elle leur appartenait, mais à la fin des années 1920, le gouvernement avait un besoin urgent de céréales pour nourrir les villes, pour en exporter et ainsi financer les machines étrangères et pour soutenir l'industrialisation censée transformer l'URSS en une puissance moderne. Les paysans les plus riches, les koulaks, refusèrent de vendre leurs produits aux prix officiels quasi symboliques et à l'automne 1929, Staline décida de mettre fin à cette résistance en déclarant la guerre aux campagnes. Des équipes de militants, d'ouvriers urbains et d'agents de la police politique ont pris d'assaut les villages pour imposer la collectivisation. Les fermes privées devaient être transformées en kolkhozes, coopératives agricoles contrôlées par l'État. Le processus fut violent et chaotique. Les autorités locales recevaient des quotas de familles à intégrer aux kolkhozes et les dépassaient souvent par peur ou par ambition. Ceux qui résistaient étaient qualifiés de koulaks,
et déportés en exil intérieur, principalement en Sibérie et en Europe du Nord, où des milliers périrent de faim et de froid. Entre 1929 et 1933, quelques 5 millions de personnes furent chassées de leur foyer. Ceux qui restèrent virent leurs animaux, leurs outils et leurs terres confisquées, et de nombreux paysans préférèrent abattre leur bétail plutôt que de le céder. La moitié du cheptel du pays disparut en quelques années, un coup dur qui allait marquer l'agriculture soviétique pendant des décennies. Le résultat fut une catastrophe. À mesure que les réquisitions de céréales augmentaient, la famine se répandait comme une ombre. La récolte de 1932 fut insuffisante, mais l'État exigea les mêmes quotas. Les équipes de confiscation s'emparèrent non seulement du surplus, mais aussi des semences pour les semailles suivantes. Dans les régions les plus fertiles, l'Ukraine, le Caucase du Nord, le cours inférieur de la Volga, des villages se retrouvèrent sans nourriture. Les habitants mangeaient de l'herbe, de l'écorce et des animaux domestiques, et dans les témoignages des survivants, l'horreur prend une forme tangible. Des enfants abandonnés errant dans les champs, des mères cachant la mort de leurs enfants pour sauver une ration, des villages entiers anéantis, sans sépulture. Entre 5 et 7 millions de personnes périrent lors de la famine de 1932 à 1933, connue en Ukraine sous le nom d'Holodomor, tandis que le régime niait son existence et continuait d'exporter des céréales. Pour la paysannerie soviétique, la collectivisation signifiait la fin de leur monde et l'avènement de la peur comme norme. À mesure que les campagnes se vidaient, les villes croissaient à un rythme effréné. La même année que le début de la collectivisation, Staline lançait le premier plan quinquennal, une course industrielle sans précédent qui promettait de doubler la production en 5 ans. Ces objectifs étaient irréalisables, mais ils furent imposés comme des impératifs idéologiques. Dans toute l'Union soviétique, usines, barrages et complexes métallurgiques furent érigés dans un climat d'improvisation et de ferveur. La ville de Magnitogorsk, dans l'Oural, devint l'emblème de cette frénésie de construction. Un gigantesque complexe d'acier surgit de la boue et du froid, bâti par des dizaines de milliers d'ouvriers logés dans des baraquements non chauffés et travaillant 14 heures par jour. Les caméras de propagande montraient des héros souriants, mais en réalité, la fatigue, les blessures et la désorganisation étaient monnaie courante. Pourtant, le message était clair. L'industrialisation devait progresser à tout prix, même au prix de vies humaines. Nombre de ces nouveaux travailleurs étaient des paysans chassés de leurs terres par la famine. Arrivés sans formation technique ni expérience du travail en usine, le choc culturel fut brutal. La discipline au travail était laxiste. Beaucoup abandonnèrent leur poste en quête de meilleures conditions ou simplement pour survivre. Dans certaines mines du Donbass, un ouvrier sur 4 désertait chaque mois. Pour contenir le chaos, l'État durcit les sanctions. Retard, absence ou erreur technique étaient punis par la suppression des cartes de rationnement et, dans les cas graves, par l'emprisonnement. Peu à peu, la frontière entre travail et punition s'estompa et les règles devinrent de plus en plus strictes, jusqu'à ce que les infractions au travail soient considérées comme des délits. L'enthousiasme que la propagande avait tenté d'insuffler fit place à la peur et au désespoir. Malgré cela, le régime tenta de conjuguer coercition et exaltation. En 1935, le mouvement stakhanoviste vit le jour, célébrant les ouvriers, qui dépassaient les quotas de production de manière exemplaire. Alexei Stakhanov, un mineur du Donbass, fut présenté comme le symbole du nouvel ouvrier soviétique pour avoir extrait 14 fois plus de charbon que prévu. En réalité, plusieurs de ses collègues avaient contribué à cette tâche, mais l'histoire servait les desseins du régime, démontrer qu'un effort illimité était possible. Les visages des héros du travail socialiste inondaient les affiches et les actualités, tandis que les objectifs de production étaient revus à la hausse pour tous. Le résultat fut tout autre: tensions entre les ouvriers, concurrence déloyale, improvisation et épuisement. Malgré cela, la production augmenta et, bien que les chiffres officiels aient exagéré les résultats, l'Union soviétique s'imposa comme une puissance industrielle. Le coût, invisible dans les rapports, se mesurait en vies brisées, en accidents et en une population soumise à un rythme de vie inhumain. La vie urbaine des années 1930 était un mélange de fierté et de difficulté. Les familles vivaient entassées dans des communalki,
des appartements communautaires où plusieurs familles partageaient une cuisine et une salle de bain. L'intimité y était quasi impossible. Les murs fins laissaient passer les conversations et les disputes, et le moindre mot pouvait être mal interprété. Les files d'attente devant les magasins faisaient partie du paysage quotidien, et le rationnement, bien qu'officiellement aboli en 1935, était rétabli dès que les produits de première nécessité venaient à manquer. Les femmes supportaient une double charge. Elles travaillaient de longues heures dans les usines ou les bureaux, puis s'occupaient des tâches ménagères et des enfants. L'État saluait leur entrée sur le marché du travail comme un signe d'égalité, mais il ne leur fournissait pas suffisamment de services de garde d'enfants ni de soutien. En 1937, plus de la moitié de la main-d'œuvre agricole et près de 40% de la main-d'œuvre industrielle étaient des femmes, même si peu d'entre elles accédaient à des postes à responsabilité. Parallèlement, le régime modifia son discours moral. Les politiques de liberté sexuelle des années 1920 cédèrent la place à un retour au conservatisme. La maternité fut exaltée, l'avortement interdit sauf en cas de danger de mort et l'homosexualité criminalisée. La famille, auparavant considérée comme une institution bourgeoise, devint le pilier moral du socialisme. Staline voyait dans la stabilité familiale le reflet de la discipline qu'il souhaitait pour le pays. Obéissance, sacrifice et continuité. Les films dépeignaient des mères héroïques et des pères ouvriers exemplaires, et les campagnes officielles encouragèrent les familles nombreuses et condamnèrent le divorce. La révolution qui avait promis de libérer l'individu du passé finit par imposer un nouveau code de vertu traditionnel. Des groupes ethniques minoritaires entiers furent déportés en masse. Les Allemands de la Volga en 1941, les Tatars de Crimée en 1944, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kalmouks, qu'ils aient collaboré ou non, car tous étaient considérés comme coupables du simple fait d'appartenir à un groupe ethnique jugé traître. Des centaines de milliers de personnes périrent lors des déportations ou dans leur lieu d'exil. Cette brutalité, perpétrée en pleine guerre contre les nazis, démontra que le régime stalinien n'avait pas changé et que, malgré la défaite de l'ennemi extérieur, la terreur intérieure, elle, persistait. En mai 1945, l'armée rouge s'empare de Berlin, les soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur les ruines du Reichstag, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule, mettant fin à la guerre en Europe. Les célébrations à Moscou, Leningrad et dans d'autres villes sont immenses. La population pleure de soulagement, embrasse des inconnus et s'enivre de joie d'avoir vaincu et survécu. Mais lorsque l'euphorie des premiers instants retombe, le pays se réveille face à une réalité dévastatrice. Des millions de morts, des millions de blessés, des millions d'orphelins, des villes entières réduites en ruines, l'industrie civile anéantie, les champs ravagés, des familles déchirées, et surtout, le régime même qui les avait menés au bord du gouffre avant la guerre reste au pouvoir, intact et impitoyable. Les civils soviétiques avaient payé le prix le plus lourd de la guerre, s'épuisant au travail, souffrant de la faim, enterrant leurs enfants et subissant des occupations brutales, défendant leurs terres non par amour du système soviétique, mais parce que l'ennemi ne leur laissait aucun choix. La victoire leur avait procuré une source de fierté et un récit national que le régime allait exploiter pendant des décennies. Mais elle avait aussi laissé une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée, car ils avaient vaincu le fascisme pour se retrouver dans un pays régi par la peur, la censure et la répression. La paix qui arriva en 1945 n'était pas la liberté, mais simplement la fin des combats. Et le silence qui suivit fut celui de ceux qui étaient doublement vaincus, par la guerre et par leur propre État. L'Union soviétique a dû faire face à l'invasion brutale de l'Allemagne nazie. Le 23 août 1939, au Grand Palais du Kremlin, Molotov et Ribbentrop signèrent un pacte de non-agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie qui ébranla les fondements du monde. Staline, qui avait depuis des années bâti sa légitimité sur la haine du fascisme, porta un toast à la santé du Führer ce soir-là, aimé du peuple allemand, tandis que Ribbentrop déclara se sentir comme parmi des camarades. Pour des millions de soviétiques nourris à la propagande anti-nazie, cette situation était incompréhensible, mais Staline avait froidement calculé que la guerre était inévitable et qu'il valait mieux la laisser éclater ailleurs, pendant que l'Union soviétique gagnait du temps.
Le pacte comprenait un protocole secret qui divisait l'Europe de l'Est comme un gâteau. La Pologne serait partagée, les pays baltes, la Bessarabie et une partie de la Finlande passeraient sous influence soviétique et les deux puissances s'engageaient à ne pas interférer dans les conquêtes de l'autre. 9 jours plus tard, le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne par l'ouest et le 17 septembre, l'armée rouge franchit la frontière orientale polonaise pour s'emparer du butin. La Seconde Guerre mondiale avait commencé, mais l'Union soviétique restait à l'écart, entretenant l'illusion de pouvoir rester neutre, tandis que le capitalisme et le fascisme s'anéantissaient mutuellement dans une guerre d'usure que Staline observait de loin avec une indifférence calculée. Pendant près de 2 ans, les Soviétiques vécurent dans une étrange paix armée où les usines continuaient de produire, les familles élevaient leurs enfants et la propagande officielle présentait l'Allemagne comme un partenaire commercial respectable et non comme une menace existentielle. Les cinémas cessèrent de projeter des films anti-nazis et les œuvres de Wagner étaient jouées au théâtre Bolchoï avec une grande solennité, tandis que la frontière commune avec l'Allemagne, établie après la chute de la Pologne, était sillonnée de trains transportant du pétrole, des céréales et des matières premières vers le Reich en échange de plans d'équipement militaire et de promesses qui ne furent jamais pleinement tenues. Staline craignait de provoquer Hitler et respecta scrupuleusement les termes de l'accord. Cependant, à l'automne 1940, les services de renseignement soviétiques commencèrent à recevoir des rapports de plus en plus alarmants. Des troupes allemandes se massaient à la frontière. Des avions de reconnaissance survolaient le territoire soviétique en toute impunité. Et, depuis Tokyo, l'agent Richard Sorge transmettait des détails précis sur une invasion imminente, notamment la date exacte et le nombre de divisions. Staline ignora tous ces avertissements, car il jugeait impensable qu'Hitler ouvre un second front avant d'avoir vaincu la Grande-Bretagne. Cette erreur d'appréciation fatale coûta la sécurité à des millions de personnes qui avaient de la confiance dans le régime et en sa capacité à agir. Le 22 juin 1941, à 4h15 du matin, 4,5 millions de soldats allemands, accompagnés de troupes finlandaises, roumaines et hongroises, franchirent la frontière soviétique sur un front de plus de 3000 km, déclenchant l'opération Barbarossa, la plus grande offensive terrestre de l'histoire. Dans les premières heures, 1200 avions soviétiques furent détruits au sol avant même d'avoir pu décoller. Les communications furent coupées et les unités de l'armée rouge, déployées près de la frontière sans plan de défense détaillé, furent encerclées et anéanties avant même de pouvoir réagir. Staline, paralysé par le choc et l'incrédulité, se retira dans sa datcha pendant des jours, tandis que le pays était ensanglanté. Ce n'est pas lui qui déclara la guerre au peuple soviétique, mais Molotov, la voix tremblante, 8 heures après l'invasion, affirmant seulement que l'ennemi serait vaincu, sans que personne ne sache comment. Pour les civils, la guerre s'est manifestée sous forme d'explosions, de cris et d'une panique incontrôlable. Dans les villes frontalières comme Minsk, Riga et Lviv, les bombes tombaient sur les marchés, les gares et les immeubles d'habitation, et les familles fuyaient vers l'Est avec ce qu'elles pouvaient emporter, des couvertures, des photos, un peu de nourriture, s'entassant dans des trains bondés ou marchant pendant des semaines le long de routes poussiéreuses, poursuivis par des panaches de fumée et le rugissement des Stukas allemands, tandis que dans les villages, les paysans regardaient passer les réfugiés avec méfiance et peur, sachant qu'ils seraient les prochains. L'évacuation fut l'un des exploits les plus impressionnants et les plus déchirants de la guerre, car entre juin et décembre 1941, le gouvernement soviétique parvint à déplacer 10 millions de personnes et plus de 1500 usines entières vers l'Est. Ces usines furent démontées pièce par pièce, chargées sur des trains de marchandises et expédiées au-delà de l'Oural, en Sibérie et en Asie centrale. Là, des ouvriers voyageant avec les machines les reconstruisirent au milieu de la steppe, à la belle étoile, sans abri ni chauffage, travaillant par roulement de 12 à 14 heures dans le froid glacial de l'hiver sibérien pour assembler des usines de fabrication de boulons, des fonderies et des chaînes de montage de chars. Les femmes remplacèrent massivement les hommes mobilisés au front, représentant plus de 40% de la main-d'œuvre industrielle en 1942 et plus de la moitié de la main-d'œuvre agricole. Des enfants de 12 ans actionnaient des tours et les personnes âgées transportaient du charbon sans exception.
le Code du travail de 1940, déjà draconien, fut encore durci, transformant l'abandon de travail en désertion punissable de travaux forcés, et la frontière entre travail libre et esclavage disparut complètement sous la pression d'une mobilisation totale qui consuma des vies humaines comme combustible. Pendant ce temps, dans les territoires occupés, un autre enfer commençait. Les Allemands avançaient à une vitesse terrifiante, prenant Kiev en septembre et atteignant les abords de Moscou en octobre. Dans leur progression, ils instaurèrent un régime de terreur raciale qui considérait les Slaves comme des sous-hommes, voués à l'esclavage ou à l'extermination. Les Juifs furent immédiatement exterminés par des unités spéciales SS, les Einsatzgruppen, qui suivaient les troupes régulières, fusillant communistes, intellectuels et juifs dans des fosses communes. Un demi-million de personnes furent assassinées en quelques mois, et plus d'1 million à la fin de la guerre. Les Allemands exécutèrent également les commissaires politiques capturés, incendièrent des villages entiers en représailles aux attaques des partisans, et déportèrent des millions d'hommes et de femmes en Allemagne comme travailleurs forcés. La population civile se retrouva ainsi prise au piège entre l'armée allemande, impitoyable et raciste, et le régime soviétique, qui considérait avec suspicion toute personne ayant vécu sous occupation. Pour autant, l'occupation ne fut pas uniforme. Dans les pays baltes, en Ukraine occidentale et en Bessarabie, territoires annexés de force entre 1939 et 1941, nombreux furent ceux qui accueillirent les Allemands comme des libérateurs, se souvenant des déportations massives, des exécutions sommaires et de la collectivisation brutale imposée par les Soviétiques quelques mois auparavant. Certains collaborèrent activement en formant des milices auxiliaires, en assurant les fonctions de police locale et en dénonçant les Juifs et les communistes. Cependant, les nazis gâchèrent cette opportunité par leur brutalité systématique, leur mépris affiché pour les slaves et leur politique de la terre brûlée, qui aliénait même ceux qui étaient de prêts à collaborer. Ils maintinrent les fermes collectives, kolkhozes, sans rien offrir en retour, ni autonomie, ni terre, ni espoir, et c'est ainsi que peu à peu, la résistance se développa. Le mouvement partisan fut d'abord chaotique, organisé par des soldats de l'armée rouge pris au piège derrière les lignes ennemies, des déserteurs, des communistes locaux et des paysans désespérés qui agissaient depuis les forêts, faisant sauter des ponts, sabotant des trains, attaquant des convois allemands et exécutant des collaborateurs. Le régime soviétique les soutenait en leur envoyant par avion des armes, de la propagande et des agitateurs. Les partisans distribuaient des tracts promettant la défaite du fascisme et, dans certains cas, évoquant des réformes futures telles que la dissolution des kolkhozes et une plus grande liberté religieuse. On ignore cependant si ces promesses étaient autorisées par Moscou ou s'il s'agissait d'une initiative locale. Ce qui est certain, c'est qu'elles entretenaient l'espoir au sein de la population. Les Allemands répondirent par des représailles brutales, abattant 10 civils pour chaque soldat allemand tué et incendiant des villages entiers avec leurs habitants à l'intérieur. Mais la terreur allemande ne fit qu'alimenter la résistance, car la brutalité nazie avait anéanti toute possibilité de coexistence pacifique et transformé la guerre en une lutte d'extermination mutuelle. Pendant ce temps, dans les territoires occupés, le front intérieur s'organisait pour la survie. Dans les villes de l'intérieur, le quotidien se résumait à travailler, dormir et chercher de la nourriture dans le cadre d'un système de rationnement minimal. Les files d'attente pour le pain noir, aliment de base, s'étiraient sur des heures, tandis que la viande et le lait devenaient des luxes inaccessibles. En hiver, les familles brûlaient leurs meubles pour se chauffer. Les enfants allaient ramasser de la ferraille pour les usines. Les hôpitaux se remplissaient de blessés évacués du front, soignés par des infirmières adolescentes sans anesthésie suffisante, et le pays tout entier fonctionnait selon le principe de la mobilisation générale. Chaque ressource, chaque heure de travail et chaque calorie était consacrée exclusivement à la guerre, sans exception ni considération. Le siège de Leningrad fut le symbole le plus terrible des souffrances des civils. En septembre 1941, l'armée allemande encercla la ville et coupa toutes les liaisons terrestres. Hitler décida de ne pas prendre d'assaut la ville, mais de l'affamer pour la contraindre à la reddition, transformant ainsi un cauchemar de 2 ans et demi en un véritable enfer. La population, qui dépassait les 3 millions d'habitants, se retrouva piégée,
et comme un siège aussi long n'avait pas été anticipé, les réserves alimentaires s'épuisèrent rapidement. En novembre, la ration quotidienne de pain pour les ouvriers d'usine était de 250 grammes, et pour les vendeurs, les employés de bureau et les enfants de moins de 12 ans, à peine de 125 grammes, sans aucune autre nourriture disponible. On mangeait des oiseaux morts, des chiens, des chats, une soupe à base d'os broyés et de colle. Lorsque le lac Ladoga gela, une voie d'approvisionnement s'ouvrit sur la glace, constamment bombardée par les Allemands. Par là, quelques vivres arrivaient et des évacués partaient, mais cela ne suffit pas à empêcher plus d'un demi-million de personnes de mourir de faim et de froid durant le premier hiver. Les cadavres s'amoncelaient dans les rues, faute de personnes pour les enterrer, et des cas de cannibalisme furent documentés. Malgré tout, la ville tint bon. Les usines continuaient de produire des munitions et l'orchestre symphonique de Leningrad donna la première de la 7e symphonie de Tchostakovitch en août 1942, en plein siège, devant un public à moitié vide mais déterminé. Lorsque le siège fut finalement levé en janvier 1944, plus d'1 million de civils avaient péri. Les survivants étaient squelettiques, traumatisés, mais vivants et fiers d'avoir résisté à l'impossible. Sur le front militaire, l'armée rouge combattait avec un mélange d'héroïsme, de désorganisation et de brutalité, car les soldats se battaient pour la patrie, non pour le communisme, motivés par une propagande officielle qui avait abandonné la rhétorique révolutionnaire pour embrasser le patriotisme russe le plus traditionnel. Staline s'adressait au peuple en l'appelant « frères et sœurs » et non « camarades ». Les journaux encensaient les grands généraux tsaristes comme Souvorov, Kutuzov et Alexandre. La perspective Nevski et l'Église orthodoxe, persécutées pendant des décennies, furent partiellement réhabilitées avec la réouverture des églises et l'impression de Bibles, tandis que les chefs religieux bénissaient l'effort de guerre. Tout cela poursuivait un but précis, unir le peuple sous n'importe quelle bannière. Et cela fonctionna, car des millions de Soviétiques combattirent avec une détermination farouche, non par amour pour Staline, mais par haine de l'envahisseur et pour défendre leur patrie, convaincus qu'il n'existait aucune autre solution. La bataille de Moscou, en décembre 1941, fut la première grande victoire soviétique après des mois de retraite désastreuse. L'armée rouge stoppa l'avancée allemande aux portes de la capitale et lança une contre-offensive qui repoussa les envahisseurs de 100 km vers l'ouest, infligeant à la Wehrmacht sa première défaite significative depuis le début de la guerre. Les moscovites, qui avaient aussi creusé des tranchées en périphérie et vu le gouvernement évacuer ses bureaux vers Kuibchev, éprouvèrent un immense soulagement. Mais la guerre ne faisait que commencer. En 1942, les Allemands lancèrent une nouvelle offensive au sud en direction des champs pétrolifères du Caucase et atteignirent Stalingrad en août, ville industrielle située sur les rives de la Volga, théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Stalingrad n'était pas seulement un champ de bataille militaire, mais un véritable enfer urbain où chaque bâtiment, chaque cave, chaque amas de décombres devenait un champ de bataille. Les civils qui n'avaient pas pu évacuer se retrouvaient pris entre deux feux, réfugiés dans des caves inondées, se nourrissant de rats et mourant écrasés par les bombes ou les balles perdues. Pendant ce temps, la 62e armée soviétique, sous les ordres du général Tchouikov, défendait la ville rue par rue, bâtiment par bâtiment, pendant des mois interminables. En novembre, alors que les Allemands contrôlaient la quasi-totalité de la ville, l'armée rouge lança une vaste opération d'encerclement qui encercla la 6e armée allemande. Malgré l'interdiction de retraite imposée par Hitler, le maréchal von Paulus capitula en février 1943 avec 90 000 soldats affamés et transis de froid, marquant la victoire soviétique à Stalingrad comme le tournant décisif de la guerre. Dès lors, l'armée rouge progressa presque sans interruption vers l'ouest. Mais le coup fut monstrueux. Entre militaires et civils, l'Union soviétique perdit environ 27 millions de personnes durant la guerre. Des villes entières furent réduites en ruines, des villages rayés de la carte et des générations de jeunes hommes périrent. Les femmes devinrent veuves en masse, les enfants orphelins, et le rapport femmes-hommes atteignit 3 pour 1 dans certaines régions, bouleversant à jamais la structure démographique du pays. Au-delà des souffrances physiques, la guerre laissa de profondes cicatrices psychologiques sur les soldats revenus du front, témoins d'horreurs indicibles, et sur les familles
ayant survécu au siège ou à l'occupation, portant en elles des traumatismes qu'elles ne pouvaient exprimer, car le régime interdisait toute expression de faiblesse et la propagande soviétique célébrait l'héroïsme sans laisser place au deuil. À mesure que l'armée rouge avançait vers l'ouest pour libérer les territoires occupés, une autre forme de répression commença car Staline se méfiait de quiconque avait vécu sous contrôle allemand. Les prisonniers de guerre soviétiques qui parvenaient à s'échapper ou étaient libérés étaient interrogés par le NKVD et souvent envoyés directement dans des camps de travail, tandis que les civils qui avaient collaboré ou qui avaient simplement survécu en territoire occupé étaient considérés comme suspects. Des groupes ethniques minoritaires entiers furent déportés en masse. Les Allemands de la Volga en 1941, les Tatars de Crimée en 1944, les Tchétchènes, les Ingouches, les Kalmouks, qu'ils aient collaboré ou non, car tous étaient considérés comme coupables du simple fait d'appartenir à un groupe ethnique jugé traître. Des centaines de milliers de personnes périrent lors des déportations ou dans leur lieu d'exil. Cette brutalité, perpétrée en pleine guerre contre les nazis, démontra que le régime stalinien n'avait pas changé et que, malgré la défaite de l'ennemi extérieur, la terreur intérieure, elle, persistait. En mai 1945, l'armée rouge s'empare de Berlin, les soldats soviétiques hissent le drapeau rouge sur les ruines du Reichstag, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule, mettant fin à la guerre en Europe. Les célébrations à Moscou, Leningrad et dans d'autres villes sont immenses. La population pleure de soulagement, embrasse des inconnus et s'enivre de joie d'avoir vaincu et survécu. Mais lorsque l'euphorie des premiers instants retombe, le pays se réveille face à une réalité dévastatrice. Des millions de morts, des millions de blessés, des millions d'orphelins, des villes entières réduites en ruines, l'industrie civile anéantie, les champs ravagés, des familles déchirées, et surtout, le régime même qui les avait menés au bord du gouffre avant la guerre reste au pouvoir, intact et impitoyable. Les civils soviétiques avaient payé le prix le plus lourd de la guerre, s'épuisant au travail, souffrant de la faim, enterrant leurs enfants et subissant des occupations brutales, défendant leurs terres non par amour du système soviétique, mais parce que l'ennemi ne leur laissait aucun choix. La victoire leur avait procuré une source de fierté et un récit national que le régime allait exploiter pendant des décennies. Mais elle avait aussi laissé une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée, car ils avaient vaincu le fascisme pour se retrouver dans un pays régi par la peur, la censure et la répression. La paix qui arriva en 1945 n'était pas la liberté, mais simplement la fin des combats. Et le silence qui suivit fut celui de ceux qui étaient doublement vaincus, par la guerre et par leur propre État. Les vétérans soviétiques qui ont vaincu Hitler et ont fini dans les goulags. Le 9 mai 1945, Moscou s'éveilla sous les drapeaux rouges. Les cloches sonnèrent, la foule envahit la place rouge et les haut-parleurs annoncèrent ce que tous attendaient. L'Allemagne avait capitulé. La guerre la plus destructrice que l'humanité ait jamais connue était terminée et les soviétiques avaient payé le prix ultime de la victoire. Ce jour-là fut empli d'étreintes, de larmes et de vodka partagés entre inconnus, de soldats épuisés rentrant chez eux, espérant retrouver leur famille, leur village, une vie normale. Mais lorsque l'euphorie des premiers instants se dissipa, le pays se réveilla face à une réalité que beaucoup redoutaient, sans oser la nommer. 27 millions de morts, des villes réduites en ruines, des champs ravagés par les flammes, et surtout, le régime même qui les avait menés au bord du gouffre avant la guerre était toujours là, intact, vigilant. La victoire était acquise, mais pas la liberté. Et l'hiver qui suivit fut long, froid et silencieux. La reconstruction commença immédiatement, mais sans les ressources nécessaires ni la compassion pour ceux qui devaient la mener à bien. Leningrad, Kiev, Stalingrad et Minsk n'étaient plus que des montagnes de ruines où les familles fouillaient les décombres à la recherche de quelque chose à sauver. Une photographie, un meuble, un souvenir témoignant de leur vie passée. 25 millions de personnes avaient perdu leur foyer et vivaient dans des baraquements de fortune, des caves humides ou des abris collectifs sans chauffage ni eau courante. Dans les villages incendiés par les Allemands, la reconstruction était lente, faite de bois pourri et de boue, sans électricité ni outils. La main-d'œuvre était rare car des millions de jeunes hommes étaient morts au front et ceux qui revenaient trouvaient un pays qui se méfiait d'eux plus qu'il ne les célébrait.
La faim redevint la norme car la production agricole, en 1945, atteignait à peine 60% de son niveau d'avant-guerre, et en 1946, après des sécheresses dévastatrices, elle chuta à peine plus des 2/3. Au lieu d'organiser une aide humanitaire, le régime dissimula l'existence de la famine, maintint les réquisitions obligatoires de céréales et exporta même des denrées alimentaires, tandis que sa population mourait de faim. L'Ukraine fut particulièrement touchée, et Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire du Parti communiste dans la région, décrivit des années plus tard des scènes inimaginables. Des gens rendus fous par la faim se livrant au cannibalisme, des cadavres jonchant les rues, la chair rongée jusqu'aux os, des mères perdant la raison auprès des corps de leurs enfants. Khrouchtchev implora Staline de l'aider, mais en vain, car admettre la famine aurait signifié reconnaître que l'Union soviétique victorieuse était incapable de nourrir sa propre population. La tragédie fut donc dissimulée, les victimes non recensées, et la propagande continua de promettre un avenir radieux, tandis que les familles se partagèrent des rations de pain noir et de soupe insipide. Le retour des anciens combattants fut brutal, car le régime se méfiait de quiconque avait eu des contacts avec le monde extérieur. Les soldats qui avaient en vue l'Europe, ses villes intactes, ses magasins bien achalandés, son niveau de vie supérieur, représentaient une menace idéologique plus dangereuse que n'importe quelle arme. Ils pouvaient établir des comparaisons, et ces comparaisons ne jouaient pas en faveur du système soviétique. Aussi, les prisonniers de guerre libérés des camps allemands furent soumis à des interrogatoires interminables par le NKVD, la police politique, et nombre d'entre eux furent envoyés directement au goulag, le vaste réseau de camps de travail forcé que Staline avait maintenu même pendant la guerre. Accusés de trahison pour s'être rendus, alors même que la reddition était inévitable, des centaines de milliers d'hommes n'ayant survécu à l'enfer nazi finirent leurs jours dans l'enfer soviétique de Sibérie ou de l'Arctique, travaillant dans les mines, les forêts ou sur des projets pharaoniques dans des conditions de vie insoutenables. La population du goulag explosa à nouveau, atteignant des chiffres que le régime ne rendit jamais publics. Les déportations massives ne cessèrent pas non plus avec la victoire, car les minorités ethniques qui Staline avait accusé les Allemands de la Volga, les Tatars de Crimée, les Tchétchènes, les Ingouches et les Kalmouks de collaborer avec les nazis. Ces populations n'eurent pas le droit de retourner sur leurs terres et furent contraintes à l'exil en Asie centrale, où elles périrent de maladies, de faim et de négligence. Dans les territoires occidentaux nouvellement reconquis, les pays baltes, l'ouest de l'Ukraine et la Bessarabie, la collectivisation fut imposée avec la même brutalité que dans les années 1930, et les paysans qui résistaient étaient déportés ou fusillés, tandis que des groupes de guérilla continuèrent de combattre les troupes soviétiques pendant des années après la fin officielle de la guerre. La victoire sur le fascisme n'apporta pas la paix au pays, mais perpétua la terreur sous couvert de reconstruction patriotique. La vie quotidienne dans les villes était marquée par une pénurie constante et un contrôle omniprésent. Les tickets de rationnement, brièvement abolis en 1947 comme outil de propagande pour projeter une image de normalité, réapparurent de facto face à la pénurie persistante de produits de première nécessité. Les files d'attente s'étiraient sur des heures et les logements communautaires, les communalki, restèrent la norme pour des millions de personnes. Plusieurs familles partageant un appartement, une cuisine et une salle de bain, sans aucune intimité. Le surpeuplement était tel que certaines pièces ne pouvaient accueillir de lits et que l'on dormait sur des matelas à même le sol. En 1955, la surface habitable moyenne par personne n'était plus que de 5 mètres carrés, soit moins qu'avant la Première Guerre mondiale. Les femmes, qui avaient travaillé en usine pendant la guerre, continuèrent à travailler car leurs salaires individuels étaient insuffisants pour faire vivre leur famille, mais elles devaient désormais s'occuper également des tâches ménagères, élever les enfants, faire des courses interminables et assister à des réunions politiques obligatoires où l'enthousiasme était surveillé. Le régime a intensifié la surveillance idéologique par une campagne appelée Zhidanovtchina, du nom d'Andrei Zhidanov, membre du Politburo chargé de l'idéologie, qui, entre 1946 et 1948, a promulgué une série de décrets visant des écrivains, des cinéastes, des musiciens et des scientifiques accusés de déviations idéologiques. La poétesse Anna Akhmatova et l'écrivain Mikhail Zortchenko fut publiquement dénoncé
exclu de l'Union des écrivains et ostracisé, tandis que ses œuvres disparaissaient des bibliothèques. Les cinéastes virent leurs films censurés ou détruits, si bien que la production cinématographique chuta à seulement 4 ou 5 films par an, tous de propagande, mettant en scène des personnages archétypaux et sans nuance. Des musiciens, dont Prokofiev et Shostakovich, furent accusés de formalisme pour avoir composé une musique que le citoyen lambda ne pouvait fredonner. La science ne fut pas épargnée non plus. La génétique fut déclarée science bourgeoise et ses défenseurs persécutés. Tandis que Trofim Lysenko, un charlatan bénéficiant du soutien des autorités, a imposé des théories pseudo-scientifiques qui allaient retarder de plusieurs décennies le développement de la biologie soviétique. L'antisémitisme devint manifeste et officiel durant les dernières années du régime stalinien, car le dictateur se méfiait des Juifs, surtout après la création de l'État d'Israël en 1948, craignant une division des allégeances. Des membres du comité antifasciste juif furent arrêtés et exécutés, et en 1953, peu avant sa mort, Staline orchestra le complot des médecins, accusant un groupe de médecins, presque tous juifs, d'avoir tenté d'empoisonner de hauts fonctionnaires, ce qui semblait être le prélude à une purge massive. Les Juifs furent expulsés des universités, des institutions scientifiques et des postes gouvernementaux, et le pays semblait au bord d'une nouvelle flambée de violence ethnique orchestrée d'en haut. Entre-temps, le culte de Staline prit des proportions quasi religieuses. Son image était omniprésente et son nom était cité dans chaque discours, chaque reportage, chaque cours, comme un mantra incontournable. On lui attribuait des miracles intellectuels et militaires qu'il n'avait jamais accomplis, et les écrivains le décrivaient comme le père du peuple, le génie de l'humanité, le sauveur de la patrie. La propagande était si omniprésente que de nombreux soviétiques, surtout les plus jeunes, croyaient sincèrement à la grandeur du dirigeant, tandis que d'autres gardèrent le silence, sachant qu'un seul mot mensonger pouvait leur coûter la vie. Staline vivait reclus dans sa datcha, de plus en plus paranoïaque, se méfiant même de ses plus proches collaborateurs. Ces dernières années furent marquées par des purges internes. Janov mourut dans des circonstances suspectes en 1948 et ses partisans furent exécutés lors de ce qu'on a appelé l'affaire de Leningrad. Molotov vit sa femme arrêtée et Beria, le chef de la police secrète, savait que son exécution pouvait survenir à tout moment. Le 5 mars 1953, Staline mourut d'une attaque cérébrale dans sa datcha, entouré de subordonnés terrifiés qui avaient perdu de précieuses heures à ne pas oser entrer dans sa chambre. Officiellement, le pays entra en deuil. Des foules pleuraient dans les rues, des haut-parleurs diffusèrent de la musique funèbre et les journaux étaient imprimés avec des bordures noires. Mais sous ce deuil officiel se cachait un soulagement contenu, un soupir collectif que personne n'osait exprimer. Le peuple ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait que quelque chose devait changer, car il avait survécu à la guerre, à la faim et à la terreur. Il avait reconstruit les villes de ses propres mains et enterré ses morts en silence. À présent, le tyran mort, le pays entrait dans une période d'incertitude, où la peur se mêlait à un espoir timide que personne n'osait nommer. L'hiver des vainqueurs avait été long et brutal, mais pour la première fois depuis des décennies, le printemps semblait possible. De Khrouchtchev à Gorbatchev, le lent et douloureux déclin de l'Empire soviétique. Le 5 mars 1953, lorsque la radio soviétique annonça la mort de Staline, des millions de personnes pleurèrent dans les rues, sans vraiment savoir pourquoi. Certains pleuraient de peur, incapables d'imaginer un monde sans le dirigeant qui avait dominé leur vie pendant 30 ans. D'autres pleuraient de soulagement, sachant que la terreur la plus brutale avait enfin pris fin. Et beaucoup pleuraient parce qu'ils ignoraient ce qui allait suivre. Pendant des jours, Moscou fut plongé dans un deuil hystérique. Des foules tentèrent de voir le corps du dictateur et des centaines de personnes périrent écrasées sur la place rouge. Mais lorsque le choc initial se dissipa et que les drapeaux cessèrent d'être en berne, le pays se réveilla face à une étrange réalité. Staline était mort, mais le système qu'il avait bâti demeurait. Et personne ne savait comment vivre dans une Union soviétique sans Staline. Les années suivantes furent une période de transition vers une vie normale. Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant, était bourru, impulsif et très différent du dictateur qui l'avait précédé.
En 1956, lors du 20e congrès du Parti communiste, il prononça un discours secret qui ébranla les fondements de l'État soviétique. Pendant 4 heures, il dénonça les crimes de Staline, les purges, le culte de la personnalité, les falsifications historiques, la brutalité sans bornes. Ce discours ne fut publié officiellement en Union soviétique qu'en 1989, mais tout le monde le connaissait. On en discutait lors des réunions du parti, on le murmurait dans les usines et on le lisait à voix basse dans les logements communautaires. Pour la première fois depuis des décennies, on pouvait dire tout haut ce que beaucoup pensaient en silence. Staline était un criminel. Des milliers de prisonniers politiques revinrent des goulags, émaciés et traumatisés, à la recherche de familles parfois disparues. Leurs récits circulaient dans des conversations privées, jamais en public, car même si la peur avait diminué, la surveillance n'avait pas disparu. Le dégel de Khrouchtchev a suscité l'espoir. La censure a été partiellement assouplie et certains écrivains ont osé publier des œuvres qui leur auraient auparavant valu une arrestation immédiate. Alexandre Solzhenitsyn a ainsi réussi à publier « Une journée d'Ivan Denisovitch, roman sur les camps de travail », a profondément marqué ses lecteurs. Les cinéastes ont réalisé des films moins propagandistes, les musiciens ont joué du jazz sans être accusés de trahison et les scientifiques ont bénéficié d'une plus grande liberté pour mener leurs recherches sans surveillance constante. Mais cet enthousiasme fut de courte durée. En 1964, Khrouchtchev fut destitué par ses propres camarades, lassé de ses expériences infructueuses, de ses réformes erratiques et de son caractère imprévisible. Il fut contraint à la retraite. Le pays entra alors dans une nouvelle ère, celle de Leonid Breinev, un bureaucrate terne qui promettait la stabilité et n'a apporté que la stagnation. Les années Breinev, qui durèrent jusqu'en 1982, furent les plus longues et les plus sombres de la fin de l'histoire soviétique. La terreur de masse avait pris fin, mais un mal pire l'avait remplacée, l'apathie. La population cessa de croire au communisme comme projet utopique et apprit à survivre dans un système qui n'inspirait plus ni peur ni espoir. La propagande était toujours omniprésente, affiches, journaux, discours télévisés, mais personne ne la prenait au sérieux. Les citoyens soviétiques adoptèrent une attitude à 2 vitesses. En public, ils répétaient les slogans officiels, assistaient aux réunions du parti et acclamaient les défilés. En privé, ils raillaient le système, plaisantaient sur Brejnev et la bureaucratie et cherchèrent des moyens d'obtenir ce que l'État ne pouvait pas fournir. L'économie planifiée continuait de fonctionner, mais son fonctionnement se dégradait de jour en jour. Les usines produisaient des tracteurs dont personne n'avait besoin et les biens de première nécessité étaient rares. Les magasins d'État avaient des rayons vides ou débordèrent de marchandises que personne ne voulait acheter. Les gens passaient des heures dans des files d'attente interminables pour obtenir de la viande, du pain correct ou une paire de chaussures qui ne se désagrégerait pas dès le premier mois. La vie quotidienne en Union soviétique dans les années 1960 et 1970 était un mélange de routine, de pénurie et de petites victoires. Les familles vivaient dans des appartements communautaires où plusieurs générations partageaient cuisine et salle de bain, se disputaient l'utilisation du four et connaissaient le moindre détail de la vie de leurs voisins. L'intimité était inexistante. Les salaires étaient bas mais stables, le chômage quasi inexistant et l'État garantissait l'éducation et les soins de santé gratuits, même si leur qualité laissait à désirer. Les hôpitaux manquaient d'équipements modernes, les enseignants étaient mal payés et les universités restaient des instruments de propagande. Malgré tout, un sentiment de fierté collective régnait, fondé sur des réussites concrètes. L'Union soviétique avait vaincu Hitler, envoyé le premier homme dans l'espace et rivalisait avec les États-Unis dans la course aux armements. Cette fierté coexistait avec une profonde frustration, car tout manquait à la maison. Une alimentation variée, des vêtements de qualité, des appareils électroménagers fonctionnels. Les Soviétiques savaient que les Occidentaux vivaient de mieux, mais la propagande insistait sur le fait qu'ils vivaient dans le système le plus juste du monde. Personne n'y croyait vraiment, mais personne n'osait l'affirmer ouvertement. La nomenclatura, l'élite du parti, vivait dans un monde à part. Elle avait accès à des magasins spécialisés vendant des produits importés, passait ses vacances dans des stations balnéaires huppées, envoyait ses enfants dans les meilleures écoles et voyageait à l'étranger.
La corruption gangrenait les plus hautes sphères du pouvoir. Les fonctionnaires acceptaient des pots de vin, détournaient des fonds publics et protégèrent leurs proches occupant des postes à responsabilité. La fille de Brejnev, Galina, était tristement célèbre pour ses scandales, mais personne n'osait s'en prendre à elle. Dans les républiques d'Asie centrale, les dirigeants du parti se comportaient comme des seigneurs féodaux, amassant des fortunes, tandis que leur population vivait dans la misère. Le système pourrissait de l'intérieur, mais il continuait de fonctionner grâce à la complicité et à la résignation qui régnaient en maître. La dissidence existait, mais elle était minoritaire. Quelques âmes courageuses, écrivains, scientifiques, militants des droits de l'homme, osèrent critiquer ouvertement le régime et en payèrent le prix. Alexandre Solzhenitsyn fut expulsé du pays en 1974 après la publication de son œuvre « L'archipel du Goulag occidental », son récit bouleversant du système des camps de travail. Andreï Sakharov, le physicien nucléaire qui participa au développement de la bombe H soviétique, devint un défenseur des droits de l'homme et fut exilé à Gorky, ville interdite aux étrangers. Le KGB, la police secrète, surveillait les dissidents, les arrêtait, les enfermait dans des hôpitaux psychiatriques ou les envoyait au goulag. Mais la terreur n'était plus généralisée. Les dissidents savaient qu'ils seraient punis, mais ils savaient aussi qu'ils ne disparaîtraient pas sans laisser de traces comme sous Staline. Leurs écrits circulaient sous forme de samizdat, des copies dactylographiées passaient de main en main, et certains parvenaient en Occident grâce à des journalistes et des diplomates. Radio Liberty et d'autres stations occidentales diffusaient des informations interdites que des millions de soviétiques écoutaient en secret. Le régime tenta de bloquer les signaux, mais sans succès. L'information filtrait lentement mais sûrement, érodant la propagande officielle. En 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, rouvrant une plaie qui ne se referma jamais. Le gouvernement présenta l'invasion comme une mission d'aide fraternelle à une nation sœur, mais elle dégénéra rapidement en une guerre brutale qui engloutit ressources, vie et morale. Des milliers de jeunes soldats furent envoyés combattre dans des montagnes hostiles contre des guérilleros connaissant parfaitement le terrain et bénéficiant du soutien de l'Occident. Les cercueils furent rapatriés en secret. Les familles reçurent de rares nouvelles et le gouvernement dissimula le nombre réel de morts et de blessés. Les vétérans revinrent traumatisés, toxicomanes, et beaucoup ne parvinrent pas à se réinsérer dans la société. La guerre était impopulaire, mais personne ne protesta ouvertement. La population cessa tout simplement de croire aux promesses du régime. L'Afghanistan fut le Vietnam soviétique. Une guerre qui prouva que l'État tout-puissant ne l'était pas tant que ça. Le 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl se produisit. Un réacteur nucléaire explosa en Ukraine, libérant des radiations qui contaminèrent de vastes régions d'Europe. Pendant plusieurs jours, le gouvernement soviétique tenta de dissimuler l'ampleur de la tragédie. Il ne procéda pas immédiatement à l'évacuation des populations voisines, n'avertit pas les pays voisins et mentit sur les niveaux de radiation. Quand l'accident fut enfin reconnu, il était trop tard. Des centaines de milliers de personnes avaient été exposées. Des villes entières étaient devenues inhabitables et la confiance dans l'État s'était évaporée. Tchernobyl symbolisait tout ce qui n'allait pas en Union soviétique. L'incompétence, la corruption, le secret et la propension à sacrifier des vies humaines pour préserver l'image du régime. Les liquidateurs, ces hommes qui nettoyaient les débris radioactifs, mouraient lentement de cancer tandis que le gouvernement leur décernait des médailles et les renvoyait chez eux sans soins médicaux adéquats. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev arriva au pouvoir en 1985, nombreux étaient ceux qui croyaient à une amélioration de la situation. Jeune, instruit et charismatique, il prônait les réformes. Il introduisit deux concepts qui allaient transformer l'Union soviétique à jamais, la perestroïka, restructuration économique, et la glasnost, transparence de l'information. L'idée était de moderniser le socialisme sans le détruire, d'accorder plus de liberté sans perdre le contrôle et de revitaliser l'économie sans abandonner la planification centrale. Ce fut une tentative louable, vouée à l'échec. La glasnost permit aux médias de parler des problèmes du pays. Corruption, pénurie, crimes de Staline,
erreur de Brejnev. Les journaux publièrent des articles impensables quelques années auparavant. Des écrivains republièrent des œuvres interdites et des cinéastes projetèrent des films censurés depuis des décennies. La population commença à parler ouvertement de politique, à former des associations, à manifester sans crainte d'être arrêtés. Mais ouvrir la boîte de Pandore eut des conséquences imprévues. Une fois la liberté d'expression retrouvée, plus personne ne se tut. On critiqua non seulement Staline, mais le système tout entier. Il remettait en question l'économie planifiée, le monopole du parti et la légitimité de l'État soviétique. La perestroïka économique fut un désastre. Gorbatchev tenta d'introduire des mécanismes de marché sans démanteler l'économie d'État, et le résultat fut le chaos. Les entreprises ne savaient pas comment fonctionner dans le nouveau système, l'inflation s'envola, les subventions publiques disparurent et les magasins se vidèrent encore davantage. Ceux qui avaient survécu à des décennies de pénurie furent confrontés à la faim. En 1991, les files d'attente pour le pain à Moscou étaient plus longues que pendant la guerre. L'épargne de toute une vie s'évapora avec l'inflation, les retraités vendirent leurs biens dans la rue et la criminalité explosa. Le KGB perdit de son pouvoir, mais les criminels en gagnèrent. Des bandes organisées contrôlaient les entreprises, extorquaient les commerçants et les assassinats ciblés devinrent monnaie courante. L'État qui avait promis de protéger ses citoyens était désormais incapable de le faire. Les républiques non russes saisirent l'opportunité offerte par l'ouverture pour revendiquer leur indépendance, et dans les pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, le sentiment séparatiste était prépondérant. Dans le Caucase, Arméniens et Azerbaïdjanais s'affrontèrent dans une guerre qui fit des milliers de morts, tandis qu'en Ukraine, le nationalisme gagnait du terrain, alimenté par le ressentiment historique et le souvenir de la famine stalinienne. Gorbatchev tenta de maintenir l'union par la négociation, mais chaque concession engendrait de nouvelles exigences qui affaiblissaient davantage l'État. En août 1991, un groupe de communistes radicaux tenta un coup d'État pour sauver l'Union soviétique. Leur tentative échoua en 3 jours, et ridiculisés et ivres, leur incompétence scella le sort du pays. Boris Eltsine, le président russe, apparut comme le héros du moment, tandis que Gorbatchev, de retour de résidence surveillée, se retrouva impuissant. Le 25 décembre 1991, il démissionna, et le drapeau rouge à la faucille et au marteau fut abaissé du Kremlin pour la dernière fois, marquant la fin de l'Union soviétique. Pour les citoyens ordinaires, l'effondrement fut un mélange de soulagement, de confusion et de peur. Certains célébrèrent la fin de la dictature, d'autres pleurèrent la disparition du seul système qu'ils aient jamais connu. Ceux qui avaient des économies les perdirent, ceux qui occupèrent des emplois stables se retrouvèrent sans travail. Ceux qui avaient cru au communisme eurent le sentiment que toute leur vie n'avait été qu'un mensonge, et ceux qui n'avaient jamais cru en rien continuèrent simplement à survivre comme avant. Les statues de Lénine furent déboulonnées, les rues rebaptisées et les hymnes nationaux réduits au silence, mais les usines fermées, les hôpitaux sans médicaments, les écoles sans enseignants et la peur de l'avenir demeuraient. L'Union soviétique avait disparu, mais son ombre continuerait de planer sur la Russie pendant des décennies. Toute une génération apprit à vivre sans espoir d'utopie, se retournant sur le passé parmi les ruines et les souvenirs, se demandant si une autre fin aurait été possible.